Bonjour Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Richard de Sèze. Alors vous êtes président de Radio Courtoisie, on le sait, mais vous êtes aussi un ancien grand reporter pour Valeurs Actuelles en Europe de l'Est. Vous avez écrit un livre sur les peuples persécutés d'Orient de Palmyre au Champ des Merles. On reviendra sur ce Champ des Merles, Champ CHAMP. Et là, ce qui nous a amené à vous demander de participer à cette émission, c'est la manière dont en Serbie, depuis novembre dernier, il y a des manifestations démocratiques évidemment contre un régime corrompu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le toit d'une gare s'est effondré, faisant 15 morts. À Novi Sad. Oui. Voilà, à Novi Sad. Et depuis, à 11h52, date de l'effondrement de ce toit. Donc chaque jour, des Serbes de plus en plus nombreux manifestent contre le régime en expliquant que si ces gens sont morts, c'est parce que le régime est corrompu, que les marchés passés sont frauduleux, que les entrepreneurs sont méchants. Alors, est-ce que c'est une véritable manifestation populaire? Alors je pense que déjà il doit y avoir une partie de vrai, comme souvent dans ce genre d'histoire. Donc le toit, l'auvent de la gare de Novi Sad, donc qui est une ville à 81 km de Belgrade, s'est effondré. Manifestement, après j'en ai aucune certitude, n'étant ni architecte ni politique en Serbie, mais semble être lié à un problème de corruption entre l'entreprise et ce sont des Chinois, je crois, et quelqu'un au sein de l'appareil d'État. Et ce serait très étonnant que les Chinois corrompent qui que ce soit. Normalement, ça n'arrive jamais. Donc, et ensuite, donc, il y a eu une protestation qui est quand même pour le moins légitime, à laquelle le président Aleksandar Vučić a répondu en prenant des mesures, en présentant des excuses, en prenant des mesures contre la corruption, et ça n'a pas suffi. Et c'est là, en fait, où cette contestation légitime commence à devenir un peu étrange, parce que notamment dans sa durée, malgré les gestes d'apaisement du gouvernement, et surtout là on voit qu'elle commence à être extrêmement encadrée, comme cela a pu arriver souvent, et on a vu apparaître, donc d'abord il y avait Amnesty International qui a été en pointe dans la contestation, et ensuite tout un tas d'organisations liées à l'Open Society de George Soros. Alors, souvent, quand on parle de George Soros, on a l'impression que c'est un grand diable qui arrive, mais et que en fait, ça veut tout dire et rien dire, et que quand on veut se débarrasser d'un problème dont on ne sait rien, on dit George Soros, comme ça, comme on dirait chat perché si on veut se mettre à l'abri, ou c'est les Américains, ou c'est les Russes, voilà, ou c'est Macron. Là, il se trouve que les organisations liées à l'Open Society, c'est quand même très important de le comprendre pour les auditeurs de Radio Courtoisie, travaillent dans une certaine transparence, c'est-à-dire que sur leur site internet, il y a la liste de leur financement. Alors, c'est très tentaculaire. Donc, si on se contente de jeter un œil, on ne voit rien. Mais si on se met à travailler dessus, en fait, c'est tout à fait tracé. Et donc, à la fin, on s'aperçoit que la plupart de ces ONG qui sont actuellement sur place ont des financements liés à George Soros, à l'Open Society, donc à toute cette nébuleuse. Et puis, avant aussi, à l'USAID. Donc, cette fameuse aide au développement américain qui aidait des structures un peu woke, un peu progressiste. Là, ils avaient notamment donné, je crois, plusieurs millions d'euros à des mouvements LGBT serbes. Voilà. Et donc, là, on voit que tous ceux qui sont sur le terrain, les ONG, la plupart des ONG sont objectivement reliés à cette Open Society et structurent un mouvement tout à fait légitime à la base, mais ils l'entretiennent dans la contestation à des fins qui ne sont plus forcément celles voulues par les étudiants qui vont manifester. Voilà. Au début, les étudiants, puisque donc la ville où s'est passée la chose est une ville estudiantine, manifestent, les paysans peu à peu rentrent dans la manœuvre. Ouais. Et là, quand vous dites que ce sont des manifestations encadrées, c'est-à-dire les pancartes sont payées par les ONG, les relais médiatiques sont organisés par les ONG, les services de presse sont organisés par les ONG. Autrement dit, il y a une espèce de professionnalisation de ces manifestations spontanées qui est tout à fait surprenante parce que visiblement, les Serbes sont toujours dans la rue, mais la manière dont médiatiquement la chose est exploitée est aux mains de personnes qui savent exactement qui ont encadré et pris en main les manifs, voilà, littéralement, et qui les détournent de leur juste voilà, cause. Parce qu'il est légitime de penser qu'effectivement l'Open Society, là comme ailleurs, veut faire avancer ce qu'on appelle un agenda progressiste. Complètement. Et d'ailleurs, ils sont sur place. Il y a des ONG qui donnent des leçons, qui expliquent aux manifestants comment, par exemple, échapper aux souffrances des gaz lacrymogènes, mais aussi comment se comporter en cas d'arrestation, quels sont leurs droits. Il y a vraiment tout un travail qui est fait pour
structurer cette agitation. Et ça a été en plus tout à fait documenté et fièrement documenté par des médias comme le Guardian, qui est l'équivalent du Monde un peu en Angleterre, ou Euronews. Donc là, en fait, ce que je dis, c'est pas du complotisme, en gros, où je verrais la main diabolique et crochue de George Soros partout. C'est que ce sont les structures progressistes elles-mêmes qui s'en vantent. Donc c'est confirmé et c'est assumé fièrement. C'est annexe par rapport au sujet qui nous occupe, mais rappelons que, par exemple, aux États-Unis, George Soros et sa fondation prennent part d'une manière très explicite, très transparente et très ouverte dans l'élection d'avocats généraux, donc de district attorneys, qui correspondent à leur façon de vouloir rendre la justice. Et donc, on les appelle les Soros attorneys là-bas. Et donc, ce sont des gens qui se font élire par la gauche la plus extrême aux États-Unis, soutenus par l'argent de George Soros et de sa fondation, et donc et qui du coup mettent en place des politiques sécuritaires absolument désastreuses, puisqu'il s'agit à chaque fois d'excuser le criminel et de criminaliser la victime. Ça correspond aussi à une manière de faire avancer ces idées à l'anglo-saxonne qui n'est pas celle des Français, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que en France, on a peut-être parfois un côté très occultiste, complotiste, secret, un peu dans l'esprit de la franc-maçonnerie qui avançait caché. C'est un fait. Tandis que les anglo-saxons font du lobbying, de l'influence, de manière extrêmement ouverte et l'assument fièrement, encore une fois. C'est très différent. Alors, chez nous. Vous l'avez dit, le président Vučić a présenté ses excuses, mais ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ce président qui a été élu démocratiquement, qui prétend lutter contre la corruption et qui lutte peut-être contre la corruption,